Je croyais mon mari simplement tête en l'air et épuisé par son travail. Mais lorsque j'ai découvert le journal intime caché de ma belle-mère, j'ai compris que tout cela faisait partie d'un plan calculé pour me détruire à petit feu. Et ce que j'ai fait ensuite a changé nos vies à tout jamais. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le journal. Là, tracé de l'écriture appliquée de ma belle-mère, se trouvaient tous les détails, chaque manipulation, chaque mensonge soigneusement orchestré. Jour 47. Aujourd'hui, j'ai suggéré à Raphaël de faire une remarque sur son poids devant ses amis. Rien de trop direct, juste une petite pique. Il faut qu'elle perde confiance en elle pour dépendre davantage de nous. J'ai senti mon estomac se retourner. 3 carnets, 3 ans de notes méticuleuses expliquant comment me faire sentir insignifiante, incapable, folle. J'étais dans leur dressing, où j'étais allée chercher une couverture supplémentaire car ma fille avait froid, quand j'ai aperçu la boîte mal fermée tout en haut de l'étagère. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes tempes. J'ai continué ma lecture, et chaque page était un coup de poignard. Jour 102. La stratégie fonctionne. Elle ne se fie plus à ses propres perceptions. Hier, elle a douté de ses propres souvenirs concernant le dîner de dimanche. Des larmes tombaient sur le papier, faisant baver l'encre. Comment n'avais-je rien vu? Comment avais-je pu laisser faire une chose pareille? J'ai entendu des pas dans le couloir et j'ai dissimulé le journal sous mon pull. C'était Raphaël, qui revenait des toilettes. Il m'a dévisagé avec cette expression que je ne connaissais que trop bien maintenant, ce mélange de fausse inquiétude et d'agacement contenu. « Qu'est-ce que tu fabriques là, mon cœur? Tu cherches ce que tu n'as pas perdu. » Cette fois, la phrase a résonné différemment, car je venais de la lire dans le journal, mot pour mot, accompagnée de la note de ma belle-mère. Utilisez cette question chaque fois qu'elle fait preuve de curiosité ou d'autonomie. Ça la force à se sentir intrusive et coupable. Avant de poursuivre avec le récit de cette nuit qui a tout changé, je dois marquer une pause et m'adresser à vous, qui m'écoutez en ce moment. Si vous êtes encore là, c'est que mon histoire a résonné en vous, et cela compte énormément pour moi. Cette chaîne a pour but de partager des expériences vécues, des histoires de femmes et d'hommes qui ont traversé des épreuves et ont trouvé la force de prendre un nouveau départ. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like. Cela m'aide à toucher plus de personnes qui ont peut-être besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a une issue, qu'un nouveau départ est possible. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage fait la différence dans la vie de quelqu'un qui vit une situation similaire et se sent invisible, fou ou coupable. Je le sais, car je suis passée par là, par cet endroit sombre où l'on croit que le problème, c'est soi-même. Alors aidez-moi à porter ce message plus loin, d'accord? Maintenant, je vais vous raconter depuis le début comment je me suis retrouvée dans ce dressing, cette nuit-là, tenant la vérité entre mes mains, sentant mon monde s'effondrer et se reconstruire en même temps. J'ai rencontré Raphaël il y a 8 ans, lors d'un barbecue entre amis. Il était tout ce que je pensais vouloir, beau, brillant, attentionné, drôle. Les premiers mois, il me traitait comme la chose la plus précieuse au monde. Je me souviens qu'il avait mémorisé ma commande de café préférée, m'apportait toujours des fleurs sans raison et m'envoyait des messages en pleine journée juste pour me dire qu'il pensait à moi. Mes amis disaient que j'avais tiré le gros lot, qu'un homme comme ça était une perle rare. Nous nous sommes mariés après 1 an et demi, lors d'une magnifique cérémonie que sa mère, Carmen, avait insisté pour aider à organiser. Elle semblait si heureuse, si accueillante. « Désormais, tu es aussi ma fille », m'avait-elle dit en m'étreignant le jour du mariage, et je l'avais cru sur parole. Les 2 premières années ont été belles, ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Raphaël travaillait beaucoup, rentrait tard, mais je comprenais, il construisait sa carrière. Sa mère habitait à 2 rues de chez nous et débarquait toujours à l'improviste, apportait à manger, donnait son avis sur la décoration, suggérait comment je devais ranger les choses. Au début, je trouvais ça mignon, une belle-mère présente et attentionnée. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer que rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien.
Ma chérie, Raphaël a toujours préféré une maison plus lumineuse. Ses rideaux sombres alourdissent la pièce. Ou, ma belle, tu pourrais lui faire cette recette qu'il adore, non? Je peux te montrer, ce n'est pas si compliqué. C'étaient toujours des suggestions aimables, dites avec le sourire, mais qui me faisaient me sentir incompétente. Raphaël ne prenait jamais ma défense. Au contraire, il était toujours d'accord avec sa mère. Elle veut seulement aider, mon amour. Tu n'as pas besoin d'être aussi susceptible. Le mot susceptible a commencé à revenir souvent dans nos conversations. J'étais trop susceptible, j'exagérais, j'étais dramatique. Quand je me plaignais qu'il passait tous ses dimanches chez sa mère et à peine de temps avec moi, j'étais collante. Quand je lui demandais de sortir juste tous les deux, sans la présence constante de sa famille, j'étais égoïste. Quand je pleurais de frustration, je faisais une crise de nerfs. Mon estime de moi a commencé à s'effriter si lentement que je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai pris quelques kilos et Raphaël a commencé à faire des commentaires. Tu ne vas pas manger ça, si? Tu veux encore grossir? Devant nos amis, Jeanne est dans sa période j'oublie le régime, n'est-ce pas mon amour? Tout le monde riait et je riais avec eux, mais à l'intérieur, je mourais un peu. J'ai commencé à ne voir que des défauts dans le miroir. J'ai arrêté d'acheter de jolis vêtements, pensant que je ne les méritais pas, que rien ne m'allait. Sa sœur, Patricia, avait aussi toujours un commentaire acerbe déguisé en inquiétude. « Oh Jeanne, tu as l'air fatiguée, dis donc, tu dors mal ?» Ou « Dis-moi, tu ne vas pas te coiffer, on sort bientôt ?» J'ai essayé de parler à Raphaël de la façon dont sa famille me faisait sentir, et il a levé les yeux au ciel. « Tu délires complètement, Jeanne. Ma mère t'adore, ma sœur t'adore. Le problème, c'est que tu cherches la petite batte. » J'ai commencé à douter de moi. Étais-je en train d'imaginer des choses? Le problème venait-il vraiment de moi? Ma thérapeute de l'époque avait suggéré que je pourrais être victime de gaslighting, mais j'avais défendu Raphaël. Non, il ne ferait jamais ça, il m'aime. J'ai arrêté la thérapie parce que Raphaël disait que c'était une perte d'argent et que j'allais encore plus mal après les séances. Quand je suis tombée enceinte de notre fille, Laura, j'ai cru que les choses s'amélioreraient. Mais ce fut pire. Carmen a pratiquement emménagé chez nous. Elle décidait de ce que je devais manger, de comment je devais m'asseoir, des vêtements à acheter pour le bébé. Une mère prémipare n'y connaît rien, ma chérie, laisse-moi t'apprendre. Raphaël approuvait tout. Le jour de la naissance de Laura, il a d'abord appelé sa mère avant même d'appeler la mienne. Quand je suis rentrée de la maternité, la maison était remplie de membres de sa famille et personne de la mienne n'avait été prévenu. Les mois suivants, Carmen arrivait tôt le matin et restait jusqu'au soir. Elle me prenait Laura des bras en disant que je la tenais mal, critiquait ma façon d'allaiter, revenait sur les décisions que je prenais. Raphaël, dis à Jeanne qu'un enfant ne dort pas dans la chambre des parents, elle va mal habituer la petite. Et lui, toujours, prenait son parti. J'ai commencé à me sentir comme une étrangère dans ma propre maison, une incompétente dans mon propre rôle de mère. J'avais des crises de larmes dans la salle de bain, en cachette pour ne pas qu'on me traite de faible, de folle ou de déséquilibrée. Mes amis ont cessé de m'appeler parce que j'annulais toujours nos rendez-vous. Raphaël disait que je devais rester à la maison, que ce n'était pas responsable de laisser le bébé, que j'étais une mauvaise mère de vouloir sortir. Je me suis retrouvée isolée, seule, perdue. Un jour, presque 3 ans après la naissance de Laura, j'ai oublié d'acheter le café préféré de Raphaël. Il est rentré à la maison et a fait une scène disproportionnée. « Tu ne fais rien de toute la journée, Jeanne, tu n'avais qu'une seule chose à retenir. » J'ai appelé ma mère en pleurs et elle est venue me chercher. Je suis restée 1 semaine chez elle et pour la première fois depuis des années, j'ai pu respirer. Mais Raphaël est arrivé avec des fleurs, en larmes, disant qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'il m'aimait, qu'il allait changer, qu'il ferait une thérapie de couple avec moi. Je suis revenue parce que je voulais y croire, parce que j'aimais ma famille, parce que j'avais honte d'admettre que je m'étais trompée. Il s'est amélioré pendant 3 semaines, puis tout est redevenu exactement comme avant, mais en pire, car maintenant il avait de nouvelles munitions contre moi. Tu as vu à quel point tu es instable, tu t'enfuis de la maison comme une gamine. Heureusement que je suis patient avec toi. La nuit où j'ai trouvé les journaux intimes, c'était exactement 3 semaines avant le 4e anniversaire de Laura. Après que Raphaël m'a demandé ce que je faisais dans le dressing, j'ai menti pour la première fois avec une conviction absolue. Je cherchais la couverture bleue pour Laura, je pensais qu'elle était là. Il m'a cru, ou a feint de me croire, et il est retourné se coucher.
J'ai attendu qu'il s'endorme, que sa respiration devienne lourde et régulière. Puis je suis retournée dans le dressing avec mon téléphone pour photographier chaque page de ces maudits journaux. J'ai passé 2 heures accroupie dans le noir, éclairant les pages avec la lumière de mon téléphone, photographiant preuve après preuve de 3 ans de manipulation systématique et calculée. Tout y était. Les dates, les stratégies, les conversations entre ma belle-mère et Raphaël, planifiant comment m'isoler de mes amis, comment me faire douter de ma propre santé mentale, comment me rendre financièrement dépendante, jusqu'à des suggestions de phrases spécifiques à utiliser contre moi. Jour 213, j'ai convaincu Raphaël de lui demander d'arrêter de travailler en disant que Laura a besoin de sa mère à plein temps. Ainsi, elle perdra son indépendance financière et sera plus facile à contrôler. J'ai ressenti une rage si intense que j'ai dû me mordre le poignet pour ne pas hurler. Mais avec cette rage est venu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une clarté absolue. Ce n'était pas moi, ça n'avait jamais été moi. Je n'étais pas folle, je n'exagérais pas, je n'étais pas trop susceptible. Tout avait été réel, tout avait été planifié, tout avait été intentionnel. Cette nuit-là, assise sur le sol froid de ce dressing, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'allais m'en sortir, mais j'allais le faire de la bonne manière, avec des preuves, un plan, une stratégie. Ils avaient passé 3 ans à me détruire méthodiquement. J'allais passer les prochains mois à me reconstruire en secret. Les jours suivants, j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai souri à Carmen quand elle est arrivée avec ses critiques déguisées en affection, j'ai acquiescé quand Raphaël m'a dit que je devais perdre du poids, j'ai accepté les humiliations de Patricia sans me plaindre. Mais à l'intérieur, j'étais éveillée, vivante, furieuse et déterminée. J'ai commencé par de petites choses. J'ai rouvert mon compte bancaire personnel qui avait été clôturé, celui sur lequel mes parents avaient versé de l'argent pour mon mariage. Il y avait 4 000 € dont j'avais oublié l'existence. J'ai commencé à y virer de petites sommes, 30 € par-ci, 50 par-là, des montants que Raphaël ne remarquerait pas dans le budget du foyer. J'ai appelé mon ancienne thérapeute, Béatrice, et je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les photos des journaux. Elle était sous le choc, mais elle m'a aidé à comprendre que j'étais dans une relation abusive orchestrée par une famille de narcissiques. J'ai repris les séances, mais en cachette, prétextant des rendez-vous chez le pédiatre pour Laura ou des courses à faire. Béatrice m'a aidé à élaborer un plan de sécurité, m'a donné les coordonnées d'avocates spécialisées en violences psychologiques et en droit de la famille. J'ai pris rendez-vous avec l'avocate, maître Juliane Dubois, et je lui ai apporté toutes les preuves. Elle a été impressionnée par la quantité de preuves documentées. Jeanne, ce que vous avez là, c'est de l'or. Vous avez des aveux écrits de manipulation intentionnelle, de gaslighting systématique, d'aliénation. Cela change complètement la donne. J'ai aussi commencé à enregistrer discrètement nos conversations. Chaque fois que Raphaël m'humiliait, chaque fois que ma belle-mère faisait un commentaire destructeur, chaque fois qu'il me faisait douter de ma propre mémoire. Mon téléphone est devenu mon coffre-fort de vérité. J'ai repris contact avec mes anciennes amies, celles que j'avais abandonnées sous la pression de Raphaël. Je leur ai tout expliqué, je leur ai montré les preuves et elles m'ont accueillie sans jugement. On savait que quelque chose n'allait pas, Jeanne, mais tu le défendais toujours. Elles sont devenues mon réseau de soutien secret. J'ai commencé à faire des recherches sur l'abus psychologique, le narcissisme familial, le trauma complexe. J'ai lu des livres, regardé des documentaires, rejoint des groupes de soutien en ligne. Plus j'apprenais, plus je comprenais que j'étais simplement une autre victime d'un schéma que la famille de Raphaël répétait probablement depuis des générations. Physiquement, j'ai aussi commencé à prendre soin de moi. J'ai recommencé à faire du sport, non pas pour maigrir pour lui, mais pour retrouver ma force. J'ai acheté des vêtements que j'aimais avec l'argent que je mettais de côté. Je me suis coupé les cheveux comme je le voulais et non comme Carmen l'approuvait. Chaque petite décision autonome était un acte de rébellion silencieuse, une brique dans la reconstruction de mon identité. 3 mois après cette nuit dans le dressing, j'avais réuni 3 000 €. J'avais toutes mes preuves organisées, une avocate prête à agir, un solide réseau de soutien et un plan. Mais il me manquait une chose, le courage de le mettre à exécution. Béatrice me le rappelait à chaque séance. Vous n'avez pas besoin d'être courageuse tout le temps, Jeanne. Vous avez juste besoin de 10 secondes de courage, 10 secondes de bravoure pour faire le premier pas. Et le reste suivra.
Le bon moment est arrivé d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. C'était pour le 4e anniversaire de Laura, lors d'une fête que Carmen avait insisté pour organiser chez elle, bien sûr, car chez moi, rien n'était jamais assez bien. Elle avait invité toute la famille, leurs amis, mais avait oublié de prévenir la mienne. Quand ma mère a appelé pour demander l'heure, Carmen a parlé assez fort pour que je l'entende. Oh, quel dommage, la fête est réservée à la famille proche et aux amis intimes. Tu sais ce que c'est, on manque de place. Ma propre mère était exclue de l'anniversaire de sa petite fille. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les 10 secondes de courage dont j'avais besoin. Cet après-midi-là, tandis que tout le monde chantait joyeux anniversaire et que Laura soufflait ses bougies, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la scène avec une clarté cristalline. Raphaël, le bras autour de sa sœur, riant de quelque chose qu'elle venait de dire, m'ignorant complètement. Carmen coupant le gâteau qu'elle avait préparé parce que celui que j'aurais fait n'aurait jamais été assez bon. Patricia publiant des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes sur sa magnifique famille, alors que j'avais été coupée de la moitié des clichés. Et moi, dans un coin du salon, invisible à la fête de ma propre fille. Je me suis éclipsée discrètement. Je suis allée jusqu'à ma voiture et j'ai envoyé un message à Maître Dubois. C'est maintenant. Lundi matin, lancez le plan. Elle a répondu immédiatement. Prête, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Je suis retournée à la fête, j'ai mangé du gâteau, j'ai souri, j'ai pris des photos avec Laura, agissant comme l'épouse et la belle-fille parfaite qu'il voulait que je sois. Mais à l'intérieur, j'étais consumée par la détermination. Le lundi, pendant que Raphaël était au travail et Laura à la crèche, j'ai exécuté la première phase. J'ai rassemblé tous mes documents importants, actes de naissance, diplômes, bijoux de famille, photos de mon enfance, tout ce qui avait une valeur sentimentale ou légale. J'ai tout mis dans 2 valises que j'ai déposées chez ma mère. Je suis rentrée à la maison avant que quiconque ne remarque mon absence. Le mardi, Maître Dubois a déposé la demande de divorce avec une demande de garde exclusive de Laura fondée sur un abus psychologique systématique. Elle a joint à la requête des copies des journaux de Carmen, des transcriptions des enregistrements audio, les rapports de ma thérapeute documentant les dommages psychologiques, des captures d'écran, tout. Le dossier était une brique de preuve. Raphaël a été notifié le mercredi, à son bureau. Maître Dubois m'a raconté plus tard qu'il l'avait appelé immédiatement, furieux, disant que tout cela n'était qu'un malentendu, que j'étais redevenue folle, que je faisais une crise. Elle a répondu froidement. Monsieur, je vous suggère de prendre un avocat. Les preuves sont solides et incluent des documents écrits de manipulation psychologique intentionnelle. Il lui a raccroché au nez. Quand Raphaël est rentré ce soir-là, j'étais assise dans le salon, calme, Laura dormant déjà dans sa chambre. Il a fait irruption comme une tornade. C'est quoi cette mascarade, Jeanne? Tu as complètement perdu la tête. Un divorce? Des abus? Tu me diffames? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé d'une voix que je ne reconnaissais pas, car elle était ferme, claire, inébranlable. J'ai trouvé les journaux de ta mère, Raphaël. Je sais tout. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque stratégie. Tout est documenté, photographié et entre les mains de mon avocate. Son visage a blêmi. Quels journaux? De quoi tu parles? Les 3 carnets que ta mère gardait dans votre dressing. 3 ans de notes sur la manière de me détruire psychologiquement. Tu savais, Raphaël. Tu as toujours su. Tu étais complice. Il a tenté de se ressaisir, d'utiliser ses vieilles tactiques. Jeanne, tu interprètes tout de travers. Ma mère prenait juste des notes sur sa vie, tu délires. J'ai pris mon téléphone et j'ai lu à voix haute. Jour 47. Aujourd'hui, j'ai suggéré à Raphaël de faire une remarque sur son poids devant ses amis. Jour 102, la stratégie fonctionne. Elle ne se fie plus à ses propres perceptions. Jour 213, j'ai convaincu Raphaël de lui demander d'arrêter de travailler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je continue. J'ai 300 pages de photos. Il s'est effondré sur le canapé, son masque tombant complètement. Jeanne, tu ne comprends pas. Ma mère voulait seulement nous aider. Elle pensait que tu n'étais pas assez bien pour moi. Mais je t'aime, je t'ai toujours aimé. L'amour ne détruit pas, Raphaël. L'amour n'humilie pas. L'amour ne manipule pas. Ce que vous m'avez fait, c'est de la torture psychologique. Et maintenant, ça a un nom, des preuves et des conséquences.
Il a essayé de négocier, a promis une thérapie, a promis de changer, a promis de chasser sa mère de nos vies. Mais j'avais déjà entendu ses promesses. Il est trop tard. Tu vas recevoir la visite d'un huissier de justice demain. Je te suggère de quitter la maison dès ce soir, car l'ordonnance de protection que mon avocate a demandée sera probablement accordée. Tu ne peux pas me mettre dehors de ma propre maison? En fait, si, je peux et je le ferai. La maison est aussi à mon nom et j'ai des preuves d'abus psychologiques. Tu as jusqu'à demain midi pour partir volontairement ou tu seras expulsé par la police. Il est resté sous le choc, mais a pris quelques affaires et est parti en claquant la porte. J'ai pu l'entendre hurler au téléphone avec sa mère depuis le salon. « Maman, Jeanne a trouvé tes journaux. Elle demande le divorce. Elle a tout !» De l'autre côté, j'ai entendu le cri de Carmen, un cri de pure panique. Le jeudi, l'ordonnance de protection a été accordée. Il était interdit à Raphaël de s'approcher de moi ou de Laura jusqu'à l'audience. Carmen a essayé de m'appeler 17 fois. J'ai bloqué son numéro. Patricia est venue devant ma porte en hurlant que j'étais une profiteuse, que je détruisais la famille. J'ai tout filmé et j'ai envoyé la vidéo à mon avocate comme preuve supplémentaire de harcèlement. Le vendredi, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Amandine, l'ex-fiancée de Raphaël, celle d'avant moi. Elle avait appris la nouvelle du divorce par des amis communs. « Jeanne, il fallait que je t'appelle. La même chose m'est arrivée. Carmen me faisait la même chose. Elle me détruisait à petit feu. Et quand j'ai rompu avec Raphaël il y a 10 ans, tout le monde m'a traitée de folle, de déséquilibrée. Mais je n'étais pas folle. Tu peux utiliser mon témoignage si tu en as besoin. Tu es courageuse. Je n'ai pas eu le courage de me battre. » J'ai pleuré au téléphone avec elle. Maître Dubois a inclus le témoignage d'Amandine au dossier, montrant qu'il s'agissait d'un schéma de comportement familial. Les semaines suivantes, d'autres choses ont fait surface. Un audit des finances du mariage a révélé que Raphaël avait un compte secret avec 30 000 €, de l'argent qu'il me cachait, tout en me faisant culpabiliser pour les dépenses de supermarché. J'ai aussi découvert, grâce à une amie qui travaillait dans le même immeuble que lui, que Raphaël avait une liaison avec sa secrétaire depuis 2 ans. Encore plus de preuves, encore plus d'éléments montrant que le problème n'avait jamais été moi. Sa famille a essayé plusieurs tactiques. D'abord le déni, puis la colère, puis ils ont tenté de me soudoyer, m'offrant de l'argent pour que j'abandonne la procédure. Quand j'ai refusé, ils ont essayé de me diffamer sur les réseaux sociaux, créant de faux profils disant que j'étais une mauvaise mère, que j'avais abandonné ma fille, que j'étais instable. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la vérité, documentée, irréfutable, attestée. Mon avocate a également déposé une plainte pour diffamation. 1 mois plus tard, lors de l'audience préliminaire, le juge a examiné toutes les preuves. Carmen a dû témoigner, et l'avoir essayé d'expliquer ses journaux était presque cathartique. « Monsieur le juge, je ne faisais que prendre des notes personnelles. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Jeanne interprète tout de travers. » Le juge a feuilleté les journaux et a lu quelques extraits à voix haute. « Madame, il est écrit textuellement ici « Stratégie pour éloigner Jeanne de ses amis ». Cela ne ressemble pas à des notes personnelles innocentes. » Elle n'a pas su quoi répondre. Raphaël a tenté de se défendre en disant qu'il n'était pas au courant des journaux, mais des messages WhatsApp entre lui et sa mère prouvaient le contraire. Il y avait des conversations où il discutait ouvertement des stratégies contre moi. Le masque était tombé complètement, et il n'y avait aucun moyen de le recoller. L'audience finale a eu lieu 3 mois plus tard, par une froide matinée de juin. Je suis arrivée au palais de justice avec maître Julienne Dubois, ma mère et mes 2 meilleures amies, Clara et Sophie. De l'autre côté, Raphaël était avec un avocat hors de prix que Carmen avait engagé, et toute sa famille était là, ma belle-mère, ma belle-sœur et même des oncles et cousins que je connaissais à peine, me foudroyant tous du regard. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Pour la première fois depuis des années, j'ai soutenu leur regard, fermement, car je savais qui j'étais et je savais que la vérité était de mon côté. Le juge est entré et le silence s'est fait dans la salle. Il a commencé par dire qu'il avait soigneusement examiné tout le dossier, toutes les preuves, tous les témoignages et que c'était l'un des cas d'abus psychologiques les mieux documentés qu'il ait vus en 20 ans de carrière.
Raphaël a pâli. Carmen serrait son sac à main avec une telle force que les jointures de ses doigts en étaient devenues blanches. Le juge a d'abord appelé ma thérapeute, Béatrice, à la barre. Elle a expliqué en termes techniques comment l'abus psychologique systématique m'avait causé une anxiété sévère, une dépression et des symptômes de stress post-traumatique. Elle a montré des graphiques de mon évolution au fil des séances, comment j'étais arrivée complètement brisée, sans aucune estime de moi, remettant en question ma propre santé mentale, et comment, après avoir découvert les journaux et entamé le processus de guérison, mon état s'était amélioré de façon exponentielle. La différence entre la Jeanne d'il y a 6 mois et la Jeanne d'aujourd'hui est la différence entre une personne brisée et une personne qui a retrouvé sa force et son identité. Cela m'a été possible que parce qu'elle a découvert qu'elle n'était pas folle, que l'abus était réel et intentionnel. Puis ce fut au tour d'Amandine, l'ex-fiancée. Elle a tout raconté, comment Carmen lui avait fait subir exactement la même chose des années auparavant. Les critiques voilées, l'isolement de ses amis, le doute instillé sur sa propre mémoire, convaincre Raphaël de mal la traiter. J'ai rompu nos fiançailles parce que je pensais que je devenais folle. Pendant des années, j'ai cru que le problème venait de moi, que j'étais instable. Ce n'est que lorsque Jeanne m'a appelée et que j'ai appris l'existence des journaux que j'ai compris que ce n'était pas de ma faute. Toute la famille fonctionne comme ça, c'est un schéma. L'avocat de Raphaël a tenté de discréditer son témoignage, la qualifiant d'ex-petite amie pleine de ressentiment, mais le juge l'interromput. Maître, lorsque deux récits indépendants, séparés par des années, décrivent exactement le même schéma de comportement, ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve d'une conduite systématique. Puis est arrivé le moment que j'attendais et redoutais à la fois, mon propre témoignage. Je me suis avancée à la barre, j'ai posé la main sur la Bible, j'ai juré de dire la vérité. J'ai regardé le juge et j'ai commencé à parler. J'ai tout raconté, depuis le début. Comment avait été notre mariage, comment, peu à peu, j'avais été détruite, comment chaque jour était une bataille contre mon propre esprit, dont ils avaient pris le contrôle. J'ai parlé des humiliations publiques déguisées en plaisanterie, de l'isolement forcé, de l'interdiction de travailler, du fait d'être traitée de folle chaque fois que je remettais quelque chose en question. Ma voix a tremblé quelquefois, mais je n'ai pas arrêté. J'ai regardé Raphaël droit dans les yeux pendant que je parlais. Je t'ai vraiment aimé, j'ai cru en toi, j'ai essayé d'être assez bien, assez mince, assez parfaite. Mais rien n'aurait jamais été suffisant, car le but n'a jamais été de m'améliorer. Le but était de me briser pour que je sois contrôlable. Et pendant 3 ans, ça a fonctionné. Mais quand j'ai trouvé ces journaux, quand j'ai lu de mes propres yeux les preuves écrites de chaque manipulation, quelque chose en moi s'est réveillé. Je n'étais pas folle, je n'ai jamais été folle, c'est vous qui êtes malade. Raphaël a détourné le regard. Son avocat a demandé la parole. Monsieur le juge, mon client reconnaît qu'il y a eu des erreurs dans ce mariage, mais cela ne constitue pas un abus, c'était simplement une relation qui n'a pas fonctionné. Maître Dubois s'est levé avec un dossier. Monsieur le juge, je souhaiterais présenter une preuve supplémentaire. Elle a posé sur la table des agrandissements de pages spécifiques des journaux. Elle a lu à voix haute pour que toute la salle entende. Jour 156. Aujourd'hui, Raphaël a accepté de faire croire à Jeanne qu'elle avait oublié l'anniversaire de sa mère, alors que nous savions tous les deux qu'elle s'en était souvenue. J'ai ri aux larmes quand elle a appelé sa mère désespérée pour s'excuser. La confusion mentale s'installe à la perfection. Le silence dans la salle était sépulcral. Même les proches de Raphaël semblaient choqués. Maître Dubois a poursuivi. Jour 284. Jeanne a découvert le compte secret de Raphaël. Il faut agir vite. Je lui ai suggéré de dire qu'elle a des délires, qu'elle a besoin d'une aide psychiatrique. Ça a marché. Elle a cru qu'elle devenait paranoïaque. Elle a regardé le juge. Monsieur le juge, il ne s'agit pas seulement d'un mariage malheureux. Il s'agit de tortures psychologiques préméditées, documentées par l'auteur même des faits, avec la connaissance et la participation active de l'accusé. Le juge s'est alors tourné vers Carmen et a posé la question qui a scellé leur destin à tous. « Madame, pourquoi preniez-vous ces notes? Quel était votre objectif ?»
Elle a essayé de parler, mais les mots sont sortis confus. Je voulais seulement protéger mon fils. Elle n'était pas bien pour lui. Il fallait que je lui fasse voir ça. Et lui faire voir ça incluait la destruction psychologique de sa femme, la faire croire qu'elle devenait folle, l'isoler de sa famille et de ses amis. Carmen s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas les larmes de quelqu'un qui s'est fait prendre, pas de quelqu'un qui regrette. Elle ne méritait pas mon fils. Aucune femme ne le mérite. J'ai tout fait pour le protéger. Le juge a secoué la tête, visiblement affecté. Madame, vous venez d'avouer, devant ce tribunal, que vous avez prémédité et exécuté un plan de destruction psychologique sur une autre personne. J'envisage de transmettre ce témoignage au parquet pour une éventuelle qualification de torture psychologique. Carmen s'est évanouie sur sa chaise. Il y a eu un tumulte, on a appelé une ambulance. Mais je n'ai ressenti aucune pitié. J'ai ressenti un sentiment de justice. Le juge s'est alors tourné vers Raphaël. Et vous, monsieur, homme instruit, médecin, en pleine connaissance de ce qu'est la santé mentale, vous avez activement participé à cette destruction. Vous avez permis que votre femme soit torturée psychologiquement pendant des années et plus encore, vous y avez collaboré activement. Les messages entre vous et votre mère prouvent une complicité totale. Vous avez utilisé vos connaissances médicales pour convaincre votre femme qu'elle avait des problèmes psychiatriques alors que le seul problème était l'abus qu'elle subissait. Raphaël a tenté de parler, mais le juge l'a interrompu. Non, vous allez vous taire et écouter. Vous avez détruit la santé mentale d'une femme qui vous faisait confiance, qui vous aimait, qui était la mère de votre fille. Vous avez utilisé cette confiance comme une arme. C'est l'une des pires trahisons qu'un être humain puisse infliger à un autre. Les larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de soulagement, de validation, d'être enfin vu, entendu, cru. Le juge a frappé de son marteau. J'accorde l'intégralité des demandes de la requérante, garde exclusive pour la mère, avec un droit de visite supervisé pour le père, pension alimentaire fixée à 30% des revenus du défendeur, partage des biens selon le régime de la communauté réduite aux acquets, avec l'ajout que, compte tenu du compte secret détenu par le défendeur, une prestation compensatoire supplémentaire sera versée à la requérante. Et j'ordonne que M. Raphaël et Mme Carmen se tiennent à une distance minimale de 100 mètres de la requérante, sauf dans les situations relatives à l'enfant, et toujours sous supervisée. La demande de divorce est accordée. L'audience est levée. Quand j'ai entendu le son du marteau sur le bois, tout mon corps s'est détendu. C'était fini. J'avais gagné. Non pas parce que je voulais les détruire, mais parce que je voulais me sauver et sauver ma fille de grandir dans cet environnement toxique. Je suis sortie du palais de justice sous le soleil éclatant de midi, et j'ai senti que cette chaleur était différente. C'était la liberté qui me brûlait la peau. C'était un nouveau départ. Maître Dubois m'a serré dans ses bras. Vous avez été incroyable. Vous êtes l'une des clientes les plus fortes que j'ai jamais eues. Ma mère m'a étreinte en pleurant. Ma fille, je savais que quelque chose n'allait pas, mais tu le défendais toujours. Dieu merci, tu as trouvé ces journaux. Dieu merci, tu as eu ce courage. J'ai jeté un dernier regard en arrière. Raphaël sortait du bâtiment avec sa mère, qui avait repris connaissance, tous les deux vaincus, détruits, exposés. Patricia était au téléphone, probablement déjà en train de répandre leur version de l'histoire. Mais cela n'avait plus d'importance. La vérité avait triomphé, documentée, attestée, validée par un juge, par des experts, par des preuves irréfutables. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la crèche pour chercher Laura. Quand elle m'a vue, elle a couru dans mes bras en souriant. « Maman, tu as été longue !» J'ai serré ma fille dans mes bras avec une force qui venait d'un endroit nouveau en moi, un endroit qui avait été détruit, puis reconstruit, plus solide qu'avant. Désolée mon amour, mais maintenant, maman est là, et elle sera toujours là. 6 mois après le jugement, ma vie s'était complètement transformée. Et quand je dis transformée, ce n'est pas une exagération, c'est une véritable renaissance. Se réveiller le matin sans ce poids sur la poitrine, sans sentir que chaque mouvement serait critiqué, sans avoir à peser chaque mot avant de parler, cela n'a pas de prix. Laura et moi avons déménagé dans un appartement plus petit, mais qui était le nôtre, rien qu'à nous, sans la présence étouffante de sa famille, sans l'énergie pesante qui planait dans cette maison où tout s'était passé.
J'ai peint les murs en jaune, la couleur que j'avais toujours voulu mais que Carmen trouvait de mauvais goût, et vous savez quoi? C'était magnifique. C'était joyeux, c'était tout moi. J'ai recommencé à travailler, j'ai trouvé un poste dans une agence de marketing qui valorisait mon expérience d'avant le mariage. Et mon patron, au lieu de me rabaisser comme le faisait Raphaël, m'encourageait, me confiait des projets stimulants, me faisait confiance. Les premiers jours, j'avais encore ce réflexe de m'excuser pour tout, de penser que tout ce que je faisais était mal. Mais ma thérapeute, Béatrice, continuait de m'aider à déconstruire chaque schéma toxique qui avait été implanté dans ma tête. Je pleurais encore beaucoup, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir, c'était des larmes de deuil, pour laisser partir la femme brisée que j'avais forcé de devenir, et pour célébrer la femme forte que je redevenais. Laura, elle aussi, s'est épanouie, d'une manière qui me brisait et me guérissait le cœur en même temps. Elle avait toujours été une enfant discrète, un peu renfermée, et je pensais que c'était simplement son caractère. Mais après notre départ de cette maison, elle a commencé à rire plus fort, à sauter partout, à mettre le désordre, à être une véritable enfant. Un soir, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maman, j'aime mieux notre nouvelle maison, parce qu'ici, tu souris pour de vrai. Cela m'a anéantie et reconstruite en même temps, car j'ai compris qu'elle avait tout vu, tout ressenti, même si j'essayais de le cacher. Mais maintenant, elle voyait autre chose, elle voyait de la force, elle voyait de la joie, elle voyait qu'un nouveau départ est possible. Les visites de Raphaël avec Laura avaient lieu 2 fois par mois, toujours supervisées par une psychologue du tribunal. Au début, il essayait d'utiliser ces moments pour me manipuler à travers Laura, envoyait des petits mots, tentait de faire en sorte que la petite se sente mal d'être heureuse avec moi, mais la psychologue l'a rapidement identifié et est intervenue. Avec le temps, Raphaël a compris que le jeu était terminé, qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi, et les visites sont devenues simplement cela, des visites sans drame, sans manipulation. Il ne s'est jamais excusé, les gens comme lui le font rarement, mais il ne pouvait plus m'attendre non plus, car j'avais construit des limites saines, je m'étais blindée par la thérapie, la connaissance de soi et un amour-propre retrouvé. Ma famille a recommencé à faire vraiment partie de ma vie. Ma mère venait déjeuner chez nous tous les week-ends, mon père a construit une maison de poupées pour Laura, mes frères m'ont rappelé, m'ont inclus dans les sorties familiales. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais isolée jusqu'à ce que je retrouve ces liens, jusqu'à ce que je ressente à nouveau ce que c'était d'être aimée sans condition, sans jeu, sans avoir besoin d'être parfaite. Mes amies Clara et Sophie sont devenues mon plus grand soutien. On organisait des soirées cinéma, on sortait dîner, on riait pour un rien, et je redécouvrais ce qu'étaient de vraies amitiés, sans jalousie, sans possessivité, sans que quelqu'un me fasse sentir coupable d'avoir ma propre vie. J'ai rencontré d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires, nous avons rejoint un groupe de soutien pour les victimes d'abus psychologiques, et entendre leurs histoires, reconnaître les schémas, comprendre que je n'étais pas seule, tout cela a été une transformation. On se soutenait, on célébrait nos victoires mutuelles, on pleurait ensemble lors des rechutes, car la guérison n'est pas un processus linéaire. Il y a de mauvais jours, des jours où l'on doute à nouveau de soi, des jours où la voix de l'agresseur résonne encore dans votre tête. Mais avoir des gens qui comprennent, qui ne jugent pas, qui vous rappellent tout le chemin parcouru, cela fait toute la différence. J'ai recommencé à faire des choses que j'aimais et que j'avais abandonnées. J'ai repris la lecture, je dévorais des livres tous les soirs après avoir couché Laura. J'ai recommencé à cuisiner par plaisir, non par obligation ou par peur de la critique. J'expérimentais de nouvelles recettes, j'en brûlais certaines, je riais de mes désastres, car il n'y avait personne pour me faire sentir incompétente. J'ai recommencé à porter des vêtements colorés, à me maquiller, non pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que j'aimais me sentir belle pour moi-même. J'ai pris un peu de poids, j'en ai perdu un peu ensuite, et pour la première fois de ma vie, mon poids ne définissait pas ma valeur. Mon corps était à moi, rien qu'à moi. Il m'avait porté à travers l'enfer et il avait survécu, alors je l'aimais, quelle que fût sa forme. Financièrement, la pension et le partage des biens m'ont apporté une stabilité. Mais plus important que l'argent, c'était l'indépendance qu'il représentait. C'était de savoir que je pouvais subvenir à mes besoins, que je n'avais besoin de personne pour survivre, que j'étais capable. J'ai ouvert un compte épargne pour Laura, je mettais un peu de côté chaque mois, je planifiais son avenir, et faire cela, avoir ce contrôle, cette autonomie, c'était libérateur. 1 an après le jugement,
Un événement inattendu est venu clore un cycle d'une belle manière. J'ai reçu un message d'Amandine, l'ex-fiancée de Raphaël. Elle avait commencé une thérapie après avoir témoigné à mon procès et était en train de digérer tout ce qu'elle avait vécu des années auparavant. Jeanne, je voulais te remercier. Tu as eu le courage que je n'ai pas eu. Te voir affronter tout ça m'a inspiré à enfin faire face à mon propre traumatisme. Je suis en thérapie, je suis en train de guérir, et c'est grâce à toi. Tu t'es sauvée et d'une certaine manière, tu m'as sauvée aussi. Nous nous sommes retrouvés pour un café et c'était à la fois étrange et magnifique. Deux femmes qui avaient été détruites par la même famille, maintenant reconstruites, plus fortes, se soutenant l'une l'autre. Nous sommes devenus amis, et cela, transformer la douleur en lien et le traumatisme en sororité, est l'une des plus belles choses qui soit née de toute cette histoire. Quant à Carmen et Patricia, j'ai appris par des tiers qu'elles étaient devenues des parias. Les gens avaient découvert ce qu'elles avaient fait, des extraits des journaux avaient circulé dans certains cercles et leur réputation était détruite. Une partie de moi a ressenti une sombre satisfaction, je ne vais pas mentir, mais la plus grande partie de moi n'a ressenti qu'un soulagement, de les savoir loin, hors de ma vie, sans plus jamais pouvoir m'atteindre. Raphaël a tenté de reconstruire sa vie, il a commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, et j'ai espéré qu'il ait appris quelque chose, qu'il ne lui ferait pas ce qu'il m'avait fait, mais honnêtement, ce n'était plus mon problème. Je m'étais libérée de ce poids. Aujourd'hui, 2 ans après cette nuit dans le dressing, je regarde en arrière et je vois le chemin parcouru, l'avant et l'après, la femme brisée et la femme reconstruite. Et je sais que chaque larme, chaque moment de peur, chaque seconde de courage en valait la peine. Je ne suis plus la Jeanne qui acceptait des miettes d'affection déguisées en amour, qui pensait qu'être insignifiante était une façon d'être aimable, qui croyait que le problème venait toujours d'elle. Je suis la Jeanne qui fait face, qui se défend, qui connaît sa valeur, qui apprend à sa fille à être forte, à avoir une voix, à ne jamais, au grand jamais, laisser quiconque éteindre sa lumière. Laura grandira en voyant une mère qui est tombée, mais qui s'est relevée, qui a été brisée, mais qui s'est reconstruite plus forte. Et cet exemple, c'est le plus grand cadeau que je puisse lui faire. Certains soirs, avant de dormir, je prends encore mon téléphone et je regarde les photos de ces journaux, non pas pour revivre la douleur, mais pour me souvenir de ce à quoi j'ai survécu, de ce que j'ai vaincu, de la preuve irréfutable que je n'étais pas folle, que ma perception avait toujours été la bonne. Et puis, j'éteins l'écran, je serre mon oreiller contre moi et je dors en paix, libre et consciente de mériter tout le bien qui m'attend encore. Car la vérité, la voici. Survivre n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle, meilleure, plus authentique et qui n'appartient qu'à vous. Et vous, qui m'avez écouté jusqu'ici, qui m'avez accompagné tout au long de ce parcours, j'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Vous êtes-vous déjà senti rabaissé dans une relation qui aurait dû vous faire grandir? Avez-vous déjà douté de votre propre santé mentale parce que quelqu'un que vous aimiez vous faisait remettre en question votre mémoire, vos perceptions, vos sentiments? Vous a-t-on déjà traité de trop sensible, d'excessive, de folle, alors que tout ce que vous faisiez, c'était réagir à un abus bien réel que personne d'autre ne voyait? Racontez-le dans les commentaires, sincèrement. Votre histoire compte, votre voix compte, et peut-être qu'en la partageant, vous aiderez une autre personne qui traverse la même chose en ce moment et qui se sent seule. Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un dans cette situation, une personne que vous aimez et qui se fait détruire à petit feu, et vous ne savez pas comment l'aider. Dites-le ci-dessous, créons un réseau de soutien dans les commentaires, renforçons-nous mutuellement, car la solitude est la plus grande arme de l'agresseur, et ensemble, nous pouvons briser ce silence. Et si vous vous êtes identifié à cette histoire, si quelque chose ici a touché une corde sensible, je veux vous dire une chose très importante. Vous n'êtes pas seul. Il existe de l'aide. Il y a une issue. Un nouveau départ est possible. Mais par-dessus tout, il existe un amour plus grand que n'importe quel abus. Un amour qui guérit, qui restaure, qui reconstruit. Je veux vous encourager à chercher une aide spirituelle en Dieu, à placer votre foi en Jésus-Christ, car c'est lui qui m'a donné la force dans les moments les plus sombres. C'est lui qui m'a soutenue quand je pensais que j'allais m'effondrer. C'est lui qui a mis les bonnes personnes sur mon chemin. C'est lui qui m'a montré que j'avais une valeur infinie, peu importe ce que n'importe quel être humain pouvait dire de moi.
Cherchez une église, une communauté de foi chrétienne près de chez vous, un endroit où vous pourrez être accueillis sans jugement, où vous pourrez prier, pleurer, vous fortifier spirituellement. La guérison ne vient pas seulement de la thérapie, ni seulement de la justice, elle vient aussi de la foi, de la connexion à quelque chose de plus grand que nous, de la compréhension que Dieu n'a jamais voulu que vous soyez traités ainsi, que son plan pour vous a toujours été l'amour véritable, le respect, la dignité. Alors, si vous entendez ces mots et que vous sentez votre cœur se serrer parce que vous reconnaissez votre propre histoire dans la mienne, n'ignorez pas ce sentiment. C'est un appel à agir, à chercher de l'aide, à vous sauver. Appelez une personne de confiance, consultez un thérapeute, parlez à un guide spirituel, documentez ce qui se passe, car les preuves sauvent des vies, elles ont sauvé la mienne. Et si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, ne restez pas silencieux, offrez votre soutien. Croyez cette personne quand elle vous raconte ce qu'elle vit, car bien souvent, la victime d'abus psychologiques a été conditionnée à penser que personne ne la croira. Alors, quand quelqu'un la croit, cela peut être l'élan dont elle a besoin pour avoir le courage de partir. Je tiens à remercier du fond du cœur chacun d'entre vous qui est arrivé au bout de cette histoire. Je sais que c'était long, je sais que c'était lourd, que cela a remué des émotions difficiles, mais je devais tout raconter, chaque détail, car c'est dans les détails que d'autres femmes se reconnaîtront. C'est dans les détails que quelqu'un réalisera que ce qu'elle vit a un nom, un schéma et une solution. Si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait sentir moins seul, si elle vous a donné le courage de faire le premier pas vers votre liberté, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Enregistrez-la pour vous-même afin de la regarder les jours difficiles où vous aurez besoin de vous rappeler qu'il est possible de vaincre. Et laissez un like pour que l'algorithme montre ce message à plus de personnes. On se retrouve dans la prochaine vidéo et souvenez-vous, vous êtes forte, vous êtes capable, vous êtes aimée de Dieu et vous méritez un amour qui vous fasse grandir, pas un qui vous détruise. Je vous embrasse de tout cœur et que Dieu bénisse votre chemin de guérison et de nouveau départ.